ici, à tout le cadre, je réside à Caen. Et j'ai eu l'honneur pendant 10 ans, de 1996 à 2006, d'être le président de l'Union européenne. Et donc, ici, Alain, je salue d'ailleurs Alex et Alain, etc. Si Alain m'a demandé de participer, c'est un peu, ça serait bien prétentieux de l'expert, mais d'apporter peut-être un éclairage sur la situation ou les propositions agricoles et viticoles. Pour ma part, si ce mouvement ne représentait pas un changement de l'analyse manichéenne de la relation politique, je ne serais pas là. C'est-à-dire qu'on vit depuis des décennies dans un système manichéen. C'est d'un côté ou de l'autre côté. Et les populations savent bien que c'est pas comme ça que ça se passe. Il y a des hommes et des femmes sur les territoires qui cohabitent et qui doivent porter le développement. Et donc, moi, si je résume de mon côté et du côté agricole en même temps, ce qu'est la vision d'Emmanuel Macron sur le système, je dis bousculer. Bousculer, sortir du carcan. 2, innover en permanence. On est très réfractaire à l'innovation. On est en retard. 3e point, encourager l'initiative. Et en particulier l'initiative privée. Encourager l'initiative. 4e point, s'inscrire dans la dynamique européenne et internationale. Ce discours qu'on entend sectaire sur l'Europe est une catastrophe sur la vision du futur. Je voudrais au passage vous livrer quelque chose de simple. Dans cette pièce, 50% de la population a un nom à consonance d'origine espagnole. Qu'est-ce que nous serions ici si à un moment de notre vie, et notamment à partir de 1936, il n'y avait pas eu les mouvements de population qu'on a? Qu'est-ce que nous serions? Qu'est-ce que nous serions? C'est tout ça. Donc, s'enfermer dans cette espèce de vision sectaire est inacceptable. Et dernier point, pour ce que je retire dans la vision macro, décréter la richesse. Décréter la richesse. Et en assurer un partage équitable. Parce que vouloir distribuer ce qu'on n'a pas, c'est compliqué. Se répartir de façon équitable ce qu'on a gagné, c'est beaucoup plus simple. Donc ça, c'est ce qui devrait l'idée. En tout cas, et en particulier dans l'agriculture, et donc sortir du misérabilisme, sortir du système historique de se plaindre, de quémander, etc., pour passer à une situation offensive. Alors, si on prend la viticulture, non pas dans l'État, et on ne va pas faire 1h30 sur la situation viticole, etc., c'est pas ça le sujet. Le premier point de la situation agricole, c'est la production. Nous sommes des producteurs. Et là, je vais vous donner un chiffre rapide. À l'espace des 25 dernières années, le Languedoc a perdu l'équivalent des mines du Pays de Galles. L'équivalent de ce qui s'est passé à Tourcoing et à Lille. Nous avons perdu la plus grosse richesse industrielle que nous avions. Je vous donne des chiffres. Nous avons perdu 200 000 hectares de vignes. Si nous le multiplions par un chiffre d'affaires de 4 000 euros par hectare, qui est le chiffre d'affaires moyen, nous avons perdu 800 millions d'euros de produits intérieurs bruts. On s'est sabordé. Il faut que vous sachiez que chaque 4 hectares de vigne, il y a un emploi. Chaque 4 hectares de vigne, il y a un emploi. Direct. Ça veut dire qu'on a supprimé de 50 à 100 000 emplois sur les 25 dernières années. Et on semble s'en satisfaire. Donc il faut renverser la vapeur, c'est-à-dire passer à une position de production offensive, et en même temps, en relevant un défi très complexe, c'est celui de l'environnement. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à produire de façon assez irresponsable comme on le fait. Et là, je défends les producteurs en disant est-ce que quelqu'un d'entre vous lit parfaitement bien la notice des médicaments qu'il prend? Eh bien, aux agriculteurs, on leur a filé des bidons avec des trucs écrits dessus. Il n'y avait pas 1 sur 5 qui était capable de les lire. Et aujourd'hui, évidemment, on les rend responsables de tel ou tel désordre, qu'il soit de santé ou d'environnement. Donc, dans la production, Macron emploie un mot, vous verrez, ça s'appelle le productivisme environnemental.
il y a une réelle possibilité de produire tout en respectant l'environnement et de ne jamais opposer ce qu'on est en train de faire en ce moment. Bio à conventionnel, grand à petit, etc. Ce n'est pas vrai. Il y a une possibilité technique, à condition d'innover, à condition d'investir, de produire dans des conditions assez élevées et de respecter parfaitement tous les codes environnementaux auxquels nous devons faire face. En ce moment même, aujourd'hui, je vois des vignerons dans la salle, plus de 120 agriculteurs de ce canton, de la partie basse du canton, Fitou, Le Cadre, Cave, Trévois, etc., viennent d'implanter 400 000 pastilles de phéromones. Pourquoi faire? Je ne veux pas faire un cours de la confusion sexuelle, c'est-à-dire écarter les papillons de ce qui pose sur les grappes ou vers de la grappe sans utiliser un centilitre d'insecticide. Donc il y a des possibilités techniques qui ne sont pas 100% bio, parce que c'est une utopie, vous le savez, c'est une utopie, mais qui sont respectueuses de l'environnement. Donc ne pas opposer le bio au conventionnel, faire vivre dans l'harmonie de l'environnement, dans la recherche de l'environnement, l'agriculture. Et la recherche qu'il faut faire, parce que vous êtes des consommateurs comme moi, les consommateurs, ils n'ont pas commandé du bio, ils ont commandé 0 résidu. Il ne faut pas que dans les produits que nous consommons, il y ait des résidus, il ne faut pas que dans la terre, il y ait des résidus, et ça, c'est quelque chose de techniquement possible à condition d'innover, on sait le faire. Dans cette situation de production aussi, je voudrais attirer votre attention, surtout dans cette partie du département, Alex, tu connais, et Jean-Paul aussi, notre position là-dessus. Entre Narbonne et Fitou, nous vivons dans un désert. Nous sommes des endroits les moins pluvieux de France. 4, 5, 20 mm d'eau par an en moyenne. C'est-à-dire l'équivalent de l'Andalousie certaines années. Sans eau, nous le vivons pas parce qu'il faut irriguer la vigne et augmenter la production, c'est pas ça le truc. Parce que vous-même, moi-même, nous voulons la machine à laver, nous voulons laver la voiture, nous voulons la piscine, nous voulons le terrain de football, ou de rugby, nous voulons... Et vous me direz d'où sort l'eau que nous utilisons. Sachez que l'eau qu'on boit à Roquefort, elle vient du Saragou. Et que donc, il faut absolument trouver une réponse pragmatique à la ressource en eau. Et là, innover encore une fois. Liliane Kopovic, qui est dans la salle avec la ville de Roquefort, est en train, avec VRL, de réutiliser l'eau des stations d'épuration. On a des possibilités de forage pas très profond avec des eaux souillées. On a à travailler sur une grande retenue permettant en même temps, de trouver les matériaux nécessaires au développement du port à nouvelle, etc. Donc, la gestion de l'eau. Et je voudrais vous dire sur ce sujet, en matière de viticulture, que s'il faut rompre avec un passé, il y a 7 usages du raisin. 7 usages du raisin. La France, pour l'instant, telle qu'elle vit, n'utilise qu'un seul usage du raisin. Analysez tous les raisins frais que nous mangeons, viennent du Pérou, viennent du Chili, viennent d'Italie, en raisin frais. Est-ce que vous n'avez pas mangé dans la dernière semaine une pâtisserie avec des raisins secs ou une salade avec des raisins secs, etc. D'où viennent les raisins secs? De Turquie, d'Amérique du Sud. Est-ce que vous buvez de temps en temps du jus de raisin? C'est très essentiel. La France ne produit plus 1 litre de jus de raisin. À 10 km d'ici, il y avait dans le rond-point de Sals la plus grande Sopagui, la plus grande source d'approvisionnement de Pernod Ricard en matière pour la marque Pampri de jus de raisin. Il n'y a plus 1 litre de production. Nous ne produisons plus 1 litre de jus de raisin. Le 4e usage, je ne sais pas si vous le connaissez, avec le raisin, on fait des sucres de raisin, du mou concentré et du mou concentré rectifié. Nous n'en produisons plus 1 litre. 100% est importé d'Espagne. 5e usage, c'est le vin. Et le vin, on s'est consacré à la partie haute du vin. Vous savez, ce débat qui traverse en ce moment toute la filière des importations de vin d'Espagne, etc. C'est-à-dire que la France a décidé de ne plus produire. Souvenez-vous de ce qu'on appelait le vin de consommation courante, qui a disparu. Le 6e usage, c'est le vinaigre. Mettez-vous dans votre propre ménage. Combien consommez-vous maintenant de vinaigre balsamique? Il y a 10 ans, ça n'existait pas. Le vinaigre est un marché de croissance à 2 chiffres. La France ne produit pas 1 litre de vinaigre. Et le dernier usage, il n'est pas très brillant, c'est l'alcool. C'est le brandy. Nous ne sommes plus. Le Languedoc et l'Occitanie a été un grand bassin de production de vie d'appellation d'origine contrôlée. Et nous ne le produisons plus. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que dans la dynamique
de l'occupation du territoire, dans la dynamique de la richesse, il faut aller à diversifier les usages de cette production. Et c'est pareil, je cite le raisin parce que c'est mon métier, mais on pourrait le faire, le multiplier par d'autres. Deuxième point, le commerce. Et le commerce, je voudrais vous dire tout de suite, parce qu'on est en pleine campagne, on écoute tous des débats, on lit, il ne faut pas opposer le circuit court au gros marché et à l'international. On est en train de dire à des Français, à des producteurs ou à des consommateurs que le circuit court, tout d'un coup, serait la panacée et c'est qu'avec ça, on sauverait la planète. C'est une connerie. Vous irez manger des ananas avec le circuit court. Beaucoup de gens mangent pas, je ne l'aime pas. Mais on mange des avocats, on mange des ananas, on mange avec le circuit court. Je ne sais pas où ils poussent son. Voilà. Donc le circuit court est une excellente chose. Et d'ailleurs ici, la vente directe à Fitou est quelque chose de très puissant. Nous ici, dans notre coopérative, on essaie de l'organiser. Et tant mieux si des producteurs s'y lancent à 200% dans le circuit court. Mais le circuit court ne permet pas de faire vivre la planète. Nous avons une mission, les agriculteurs, il ne faut pas l'oublier. C'est d'alimenter les populations. Et on voudrait faire croire aux gens qu'on aurait d'autres missions que l'alimentation des populations. Donc, il faut ne jamais opposer le circuit court à la distribution. Il y a Aldi, il y a Lidl, il y a Carrefour, il y a Leclerc, il y a le magasin privé du producteur. Je vois que Lidl se remplit, Aldi aussi, je n'y peux rien, c'est bien, c'est pas la question. C'est que pour l'instant, il y a malheureusement un pouvoir acquisitif en France qui fait que beaucoup de gens s'approvisionnent là où c'est moins cher. Et c'est comme ça. Et donc, je ne dis pas qu'il ne faut pas le moraliser, mais en tout cas ne pas opposer le circuit court. Tout ça, ça s'emboîte, ça se complète, ça crée une économie. Deuxième point, il faut absolument, comme aux États-Unis, légiférer sur la distribution. Le pays le plus libéral du monde, soi-disant, qui sont les États-Unis d'Amérique, a légiféré sur la distribution. C'est-à-dire qu'il faut clarifier les relations entre le producteur, le distributeur et le metteur en marché. Parce qu'aujourd'hui, on peut se poser la question de où passe la valeur ajoutée de certains produits. Et donc, c'est nécessaire d'évoquer ces relations avec la distribution et fiabiliser des contrats à moyen terme. Et dernier point sur ce sujet de commerce, il faut absolument, vous le disiez, je crois, la presse, clarifier l'origine et l'étiquetage. L'étiquetage est devenu très complexe. C'est une espèce de journal qu'on a derrière un produit et personne n'y comprend rien. Or, à l'intérieur de ça, il y a des tromperies. Il y a des astuces pour... Vous voyez, je regardais hier un packing box avec un bon nom français, bon vallon, avec une mention assez valorisante, très souple, mais ce n'était pas un produit français. Donc il faut clarifier l'étiquetage. Il faut chacun, et ça n'est pas du sectarisme commercial, chacun avec son drapeau, chacun avec son origine, chacun avec son identité, chacun avec sa qualité, chacun avec ses défauts, on se présente avec une carte d'identité. Troisième grand point, la promotion. Je crois que ici tout le monde a combien, on se connaît la majorité, on connaît l'origine de la majorité. Je crois que le ministre Hélène s'est trompé. De mettre dans la même boîte l'alcool, le tabac et la drogue. Et à l'intérieur de l'alcool, y associer le vin. C'est une erreur. Le problème de la drogue est quelque chose de terrible. Le tabac tue, on le sait, malgré que le vin n'a jamais tué. Le vin, il ne faut pas exagérer. Mais ça n'a jamais tué. Et donc, Hélène, je pense, s'est trompé. Et donc, nous avons une nécessité de retrouver une façon de communiquer avec les jeunes gens en particulier. Ça, c'est pas buvez du vin, c'est pas ça. Mais d'éduquer sur ce qu'est l'aspect culturel, ce que sont les territoires qui produisent le vin, ce qui sont les hommes et les femmes qui vivent dessus et qui, dans une consommation modérée, bien entendu, peuvent même parfois avoir des éléments positifs. Quatrième point, le foncier. Le foncier, ça va devenir un jeu du futur. Regardez dans notre petite zone. Le passage de la ligne à grande vitesse, l'élargissement de l'autoroute, la sécurisation de la route, le port sec de Port-la-Nouvelle, l'agrandissement des ports de Port-la-Nouvelle, etc. Le lotissement 1, la ZAC 2, le terrain de rugby 3, la maison de troisième âge, etc. L'usage du sol est là, le directeur en même temps du parc, le président du parc. L'usage du sol devient pour les maires, c'est une préoccupation, et on a un espace agricole qui pourrait disparaître, à Cave sur le dessin, qui pourrait disparaître. Donc, ce foncier, il faut absolument amener une gestion rééquilibrée et ne pas hésiter à taxer ceux qui réalisent les plus-values les plus importantes.
je disais à Bernard que si on veut mener une vraie politique autour de la route, par exemple, eh bien, pourquoi ne pas proposer à ceux qui ont beaucoup gagné d'argent sur le photovoltaïque, qui gagnent beaucoup d'argent sur la création de tel ou tel point. Vous savez que sur le projet RFF, l'achat du foncier ne représente que 1% du budget. 1% du budget. On pourrait demander à ce qu'une contribution vienne permettre à des organismes de gestion, et je le disais au PAC, de la gestion du foncier. Cinquième point, la vie sociale. Ici, moi je ne vous vois pas qu'il y a dans la salle, mais je connais beaucoup de gens. Rendez-vous compte de ce qui se passe pour la retraite des agriculteurs. Je vous cite un cas tout à fait personnel, mais j'en connais d'autres dans la salle. Moi, il y a 3 ans, j'ai payé 22 000 € de cotisation dans l'année. J'ai 61 ans, j'ai travaillé 8 ans au Crédit Agricole, j'ai demandé là la retraite. La proposition qu'on me fait, agricole, c'est 720 € par mois. Mon papa et ma maman qui sont là, les deux réunis, reçoivent 1450 €. Pour une vie d'agriculteur, pendant 40 et quelques années de labeur. Vous voyez, c'est indécent. La proposition de Macron, elle est simple. L'euro que mettra l'agriculteur, ou l'euro que mettra le professeur, ou l'euro que mettra l'employé de je ne sais où, ou le grand patron, ça sera le même euro. Il amènera la même gestion et le même résultat économique, alors qu'en ce moment, les régimes qui sont condamnés d'ailleurs, on le sait, que nous utilisons, ne peuvent pas. Voilà. Donc ça, c'est un élément important de la vie sociale. Deuxième point, il faut arriver à un système assurantiel pour que les agriculteurs ne subissent plus les aléas énormes qu'ils subissent. Cette année, la sécheresse nous a fait perdre 42% de la production. On ne peut pas imaginer que le prix augmente de 42%. C'est insupportable par le marché. Il faut qu'un système assurantiel, cofinancé par Bruxelles, puisse aider à ce qu'on stabilise le revenu. Voilà. Troisième point, il faut réformer la fiscalité. Je crois que cette histoire du forfait du réel, c'est assez compliqué dans notre affaire, mais il faut réformer la fiscalité parce que l'impôt que nous subissons sur le foncier, d'une part, et d'autre part, les systèmes que nous subissons en matière de fiscalité directe deviennent assez lourds, il faut les réformer. Quatrième point, libérer le travail. On a un problème sur là. On peut augmenter les salaires. On peut augmenter les salaires. L'essentiel, c'est de pouvoir travailler autrement que ce que nous travaillons en ce moment. Nous avons réellement un problème d'adaptation du contrat de travail à la réalité de ce que nous sommes, et c'est une des propositions. Et dernier point, il faut financer la formation. Nous sommes en retard en matière de financement de la formation, qu'ils soient des agriculteurs, qu'ils soient d'autres secteurs. Nous manquons de compétences. Prenez notre situation pour notre jeunesse en matière de langue. Nous sommes des pays d'Europe les plus retardés en matière de pratique de langue étrangère. Et comment voulez-vous faire du commerce international? Comment voulez-vous accueillir du tourisme dynamique si vous avez des carences aussi lourdes en matière de langue? Moi, à la coopérative, on a 15 salariés pour accueillir les gens dans les magasins. On a du mal à trouver les jeunes gens qui ont un allemand acceptable et un anglais aussi utile. Et bientôt du catalan. Sixième ou septième point, le lien avec la ruralité. L'agriculteur dans son coin, le boucher charcutier dans son coin, le mécanicien dans son coin, il n'est rien dans la ruralité. On vit dans une chaîne de valeur, dans une chaîne humaine qu'il faut, associer. Donc, le lien avec la ruralité est très important. Macron dit aussi que l'agriculteur apporte des services à la ruralité. Il veut même faire un point fort de l'agriculture, d'accompagnement de l'agriculteur, en l'indemnisant s'il apporte des services à la ruralité, en partie. Parce que vous voulez faire du VTT, et qui se tape les ronces à l'Algérie. Voilà. On veut aller à la chasse, et qui veut. Voilà. Donc, on peut avoir des complémentarités importantes. Et là vient le sujet pour nous ici très très important, c'est ce qu'on appelle pompeusement le no-tourisme. Les touristes ne viennent plus poser le cul sur une serviette du 1er juillet au 31 août, ça n'existe plus, vous le savez. Les touristes viennent chercher autre chose, chercher de la culture, chercher de l'environnement, chercher des activités parfois de plein air, de la glisse, etc. Donc il est nécessaire de relier l'ensemble des acteurs à la pratique touristique
et à l'environnement qui est positif chez nous. La tramontane nous donne un climat exceptionnellement positif qu'il convient de préserver. Et je dirais là, sur ce sujet, nous manquons de capacité d'accueil. Vous le savez, dans la commune de Lecate, par exemple, il y a 2 hôtels dans tout Lecate. On a une capacité d'accueil complètement déstructurée. Il faut vraiment investir sur ce secteur. Et aussi améliorer la qualité globale. Bernard est là, Alex est là, ils savent que je suis regardé la piètre qualité de cette route entre Narbonne et Fitou. De la prostitution, des voitures cramées, des restaurants, ex-restaurants en ruine, des vignes en friche. On y est tous responsables. On est tous responsables de ça. Et regardez l'image que nous donnons à la population qui vient nous visiter. Des prostituées au bord de la route en pagaille. Quand pensez-vous que ça, c'est compatible avec l'image qu'on veut donner de notre pays? Donc c'est global. C'est une qualité globale. Pour terminer, je voudrais vous dire que on ne peut pas continuer à cracher sur l'Europe comme on y crache dessus. Parce que l'Europe, c'est nous. Alors, il y a un paquet de choses à évoquer sur le fonctionnement européen. On peut en parler pendant des heures. Mais je vais vous donner un chiffre pour l'agriculture. Le budget viticole de l'Europe, c'est 1,1 milliard d'euros. 1,1 milliard d'euros. Le budget viticole européen pour la France, c'est 250 millions d'euros. C'est énorme. Et à force de dire que c'est la faute à Bruxelles, on le croirait. Hein. Mais la subsidiarité, je ne sais pas si vous connaissez ce mot, subsidiarité, c'est donner à un pays la possibilité d'adapter les règles. Et je crois que beaucoup de contraintes que nous avons en France ne viennent pas d'Europe, viennent de notre propre vision. Et c'est facile de dire le bouc émissaire, c'est Bruxelles. Donc moi je dis, et Macron le dit dans son programme, favoriser l'accès aux fonds européens. Favoriser l'accès aux fonds européens. Jusqu'à présent, on a été très très mauvais sur l'accès aux fonds européens. Des pays comme l'Espagne sont beaucoup plus en droit que nous, ou l'Autriche qui en a l'euro. Et pour terminer, je voudrais vous dire que l'innovation n'est pas seulement d'innover parce qu'on passe à un système d'un emballage à un autre, etc. L'innovation, c'est permanent. En marche, c'est un mouvement innovant. Parce qu'il rompt avec le train habituel de notre politique. Il faut sortir de tout ce carcan. Sortir de ce carcan, c'est innover dans toute la journée, du matin au soir. Innover dans les méthodes de financement. Et innover dans la méthode de relation avec les autres. Innover dans la façon de s'exprimer. On est innover dans les codes qu'on utilise dans la société. Et aussi, tous les penseurs, tous les économistes nous vaccinent avec la macroéconomie. C'est-à-dire qu'il y aurait un grand truc mondial qui piloterait. Eh bien, je peux vous dire que ici, à Fitou, il y avait des troupeaux. C'était un des derniers villages d'ailleurs où il y en a eu. Un des derniers bergers, ça a été Guéchet, à Fitou. Le berger, il apprend une chose, c'est que si on lui donne 300 brebis et 3 chiens, et qu'on lui met dans un territoire, avec un coup de sifflet, il tient les brebis. Avec un coup de sifflet, et les chiens, ils tiennent les brebis. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il a une autorité sur tout ça, et il le développe. Si on lui met 50 brebis de plus, et un chien de plus, ça ne marche plus. Ce que je vous ai expliqué par là, c'est que le développement, c'est quelque chose de local. Alexandre Ngom, la commune de Fitou, il mène une stratégie. Et elle va réussir. Et puis Alain Pereira, dans son activité, il mène. Voilà. Ça s'appelle de la microéconomie. Et la microéconomie, quand on l'a mis en puzzle, quand on l'emboîte avec celle d'à côté, elle devient un extraordinaire schéma, sans séparer les hommes, écarter les hommes des territoires, écarter les hommes de la responsabilité. Voilà. Donc, si personnellement, je me suis rapproché d'Alain, d'autres, du mouvement En Marche, c'est que, je le redis, ils rompent avec nos habitudes, ils rompent avec le train-train, et notre pays, nos territoires, ont besoin de changer, de sortir, de s'exprimer, de laisser. Nous ne sommes pas les Français plus cons, plus forts que les autres. Mais nous vivons depuis des décennies dans des carcans
structurelles, il faut les faire péter pour s'en sortir. Et prioriser l'initiative, et je le redis, décréter la richesse. Voilà, merci de votre attention.